Sunderlight Productions. En France, chaque année, des dizaines de coureurs sont disqualifiés de leur marathon. Et ce chiffre, il met en lumière une sombre réalité. La tricherie, elle est bien plus répandue dans l'univers du running qu'on ne l'imagine. Et parmi tous ces tricheurs anonymes, l'histoire de Rosie Ruiz a particulièrement marqué le monde de la course à pied. Il faut dire que Rosie, c'est pas n'importe qui. Elle a été couronnée comme étant la femme la plus rapide du marathon de Boston et elle s'est même positionnée parmi les 3 marathoniennes les plus rapides de tous les temps. Malheureusement, spoiler alerte, les exploits de Rosie n'étaient pas le fruit d'un entraînement acharné, mais plutôt de tactiques de triche aussi astucieuses que spectaculaires. Vous vous apprêtez à plonger dans l'incroyable histoire de Rosie Ruiz, la plus célèbre tricheuse de l'histoire du marathon. Le monde de la course à pied recèle d'événements fascinants et spectaculaires. Chaque vendredi du 1er au 29 mars, plongez au cœur des histoires qui ont profondément marqué le running. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à être surpris. Bonne écoute! Rosie Ruiz, elle voit le jour le 21 juin 1953 sous le soleil brûlant de la Havane à Cuba. Mais ne vous méprenez pas, c'est pas la Havane des cartes postales avec ses plages dorées et ses eaux turquoises. On est au début des années 50, Fidel Castro vient tout juste de renverser le régime de Batista et il s'apprête à instaurer un régime communiste. Autant vous dire que le décor de l'enfance de Rosie n'est pas exactement celui des contes de fées. Son père et sa mère sont de simples ouvriers qui se battent quotidiennement pour nourrir leur famille. Alors bien sûr, les détails sur l'enfance de Rosie, ils restent assez vagues, mais on peut facilement imaginer que la vie sous un régime totalitaire ait forcément forgé chez elle un certain sens pour la ténacité et un goût pour la débrouillardise. Nous voilà maintenant en 1962 et la vie de la petite Rosie s'apprête radicalement à changer. Elle n'a que 8 ans quand sa famille décide de quitter Cuba pour Memphis en Floride dans le cadre de l'opération Peter Pan, qui est un programme organisé par l'oncle Sam et l'église catholique pour permettre à 14 000 enfants cubains de fuir le régime communiste. Quelques mois après avoir immigré aux États-Unis, la petite Rosie, elle est séparée de sa mère pour être scolarisée. Elle part donc vivre chez sa tante et ses cousins à Hollywood. Heureusement, à l'école, Rosie elle est plutôt bonne élève et elle se démarque par son énergie et sa détermination. C'est peut-être d'ailleurs ces 2 qualités qui ont alimenté par la suite son désir de réussir et de se faire remarquer. Après le lycée, Rosie elle décide de déménager pour s'installer à New York, histoire de poursuivre ses études supérieures. En 1972, elle obtient son diplôme. Et une fois son précieux sésame en poche, elle décide d'arrêter les études pour se trouver un travail chez Metal Traders, une petite entreprise de matières premières. Nous voilà donc à New York au début des années 70. À cette époque, la grosse pomme est en ébullition. La musique disco bat son plein et une certaine Rosie Ruiz découvre enfin les joies et les peines de la course à pied, un sport qu'elle s'est mise à pratiquer régulièrement. Alors au début, Rosie, elle n'aime pas vraiment courir. En fait, elle a commencé ce sport non pas par goût du dépassement de soi, mais tout simplement pour perdre quelques kilos hérités de sa vie étudiante. Elle n'a pas de coach, elle n'est pas inscrite dans un club de sport, c'est juste elle et ses baskets et son terrain de jeu favori n'est autre que Central Park. Contre toute attente, Rosie, elle va progresser rapidement et elle va même perdre pas mal de poids. Elle court de plus en plus longtemps et de plus en plus vite. Et son évolution assez rapide et spectaculaire a très probablement contribué à nourrir en elle une illusion de grandeur athlétique. D'entraînement en entraînement, Rosie, elle va commencer à prendre goût à la course à pied. Certains coureurs cherchent la compétition, d'autres l'harmonie avec la nature, mais Rosie, elle semble courir pour échapper à quelque chose. Peut-être à son passé, peut-être à son présent, qui sait, mais en tout cas, elle court encore et toujours. Et puis c'est le déclic. Un soir, en rentrant d'un run, Rosie, elle allume la télé et elle tombe sur les images du marathon de New York. Elle voit des milliers de personnes qui courent ensemble, qui traversent Manhattan, soutenues par une foule en délire. Elle est véritablement captivée, hypnotisée par ces images. Et très vite, elle ressent l'envie de faire partie de cette expérience. À partir de ce moment-là, Rosie, elle a qu'une idée en tête, courir le marathon de New York.
Et coup de chance du destin, l'entreprise dans laquelle elle travaille propose à ses employés qui le souhaitent de préparer le marathon de New York de 1977. Elle va donc immédiatement sauter sur l'occasion et s'inscrire, convaincue qu'elle a le potentiel non seulement pour terminer la course, mais aussi peut-être pour finir la première de son entreprise. In 1970, the winner of the first New York City Marathon was Gary Murphy. In Cheers Marathon, that time would have taken third in the women's division. Nous voilà donc le dimanche 21 octobre 1979 sur la ligne de départ du marathon de New York. Le ciel est parfaitement bleu, typique des belles journées d'automne new-yorkaises. Des milliers de coureurs frémissent d'excitation et parmi eux, Rosie est prête à en découdre avec la distance mythique. Et quand le coup de pistolet retentit, elle s'élance avec une énergie débordante. C'est simple, elle est partie comme une fusée, laissant dans son sillage des centaines de coureurs derrière elle. Mais voilà, une demi-heure plus tard, notre fusée Ariane ressemble plus à un drone Wish avec 2% de batterie. Elle est épuisée et c'est à bout de souffle qu'elle comprend que le marathon, c'est pas un sprint, mais bel et bien une épreuve d'endurance. Donc là, notre Rosie, elle a deux options. Soit elle baisse les bras, elle s'arrête et elle rentre chez elle en espérant que ses collègues ne se payent pas trop sa tête le lendemain à la machine à café, soit elle essaye tant bien que mal de finir la course. Et alors qu'elle est en pleine réflexion, elle tourne le regard sur sa droite et elle s'aperçoit qu'elle est arrêtée juste à côté d'une station de métro. Et devinez quoi ? Ni une ni deux, elle décide de s'engouffrer dans la station. Oui, vous avez bien entendu, elle prend le métro. Quelques stations plus tard, notre championne ressort comme si de rien n'était. Et elle se faufile discrètement parmi les coureurs à quelques mètres de la finish line. Une fois qu'elle a réintégré le peloton, elle passe la ligne d'arrivée en fanfare, minant une explosion de joie et de délivrance. Elle se paye même le luxe de finir avec un chrono officiel, entre guillemets, de 2h56, ce qui pour l'époque, croyez-moi, est impressionnant. Le lendemain de son exploit, Rosie, elle arrive comme si de rien n'était à son travail. Mais là, je vous laisse imaginer la scène. Ses collègues ne parlent que d'elle et de sa performance. Son directeur sort même de sa tour d'ivoire pour la féliciter chaleureusement. C'est simple, Rosie, elle est considérée comme une sorte d'héroïne des temps modernes. La petite employée de bureau qui devient l'une des coureuses de fond les plus rapides de Manhattan. Le pire, c'est que Rosie, elle semble être la première convaincue de son exploit. Elle marche tête haute, avec un sourire épinglé sur son visage, fière comme Nartaban. Bref, les semaines passent, et un jour, un collègue de travail à elle lui parle du marathon de Boston, qui lui décrit comme étant l'Everest de tous les marathoniens dignes de ce nom. Boston, c'est le Graal, et pour cause, seuls les meilleurs coureurs de la planète peuvent s'y aligner. Rosie, elle est donc piquée au vif et elle se met en tête de relever ce défi. Malheureusement, bien qu'elle ait fait les minima pour y participer, grâce à son chrono imaginaire obtenu sur le marathon de New York, on lui refuse l'inscription. Tout simplement parce qu'elle est hors délai. En fait, son dossier, il est arrivé trop tard. Mais bien sûr, notre Rosie, elle a plus d'un tour dans sa manche. Elle écrit aux organisateurs pour expliquer qu'elle est en rémission d'un cancer du cerveau. Les organisateurs du marathon de Boston, forcément, ils sont touchés. Ils décident donc de lui accorder une dérogation spéciale. Ainsi, Rosie Ruiz, la miraculée du marathon de New York, elle est sur le point de participer à la course la plus prestigieuse de la planète, sans même avoir déjà été finisheuse d'un marathon. La belle vie. Nous voilà le 21 avril 1980 à Hopkinton, dans l'état de New Hampshire. C'est de cette petite ville que sera donné le départ du marathon de Boston. Quelques minutes avant le coup de sifflet, l'hymne américain retentit. Et là, l'excitation et l'émotion est à son paroxysme. Tout le monde se tient prêt pour le départ. Mais attendez une petite seconde. Où est notre Rosie ? Eh bien elle se trouve à 41 km de là, confortablement installée dans son hôtel à Boston, en train de profiter d'un petit déjeuner continental. Son plan, il est très simple. Elle veut rejoindre l'avenue située à 700 mètres de la ligne d'arrivée pour se glisser parmi les premiers arrivants de l'épreuve. Et Rosie a même pensé à tout. Figurez-vous qu'elle a embarqué avec elle une petite bouteille d'eau, histoire de s'asperger pour donner l'illusion qu'elle a transpiré.
Arrivée sur place, elle profite du désordre général pour enjamber une barrière et se glisser sur le parcours en se fondant parmi les coureurs, comme elle avait déjà fait quelques mois plus tôt. Mais cette fois, elle fait une erreur cruciale. Au lieu de se fondre anonymement dans le peloton parmi les meilleures coureuses féminines, elle rejoint la tête de course pour prendre tout simplement la première place chez les femmes. Et comme vous le savez, Rosie, elle a le sens du spectacle. Quand elle franchit la ligne d'arrivée, elle sort son meilleur jeu de scène, digne des tragédies shakespeariennes. Elle arrive en zigzagant, comme si elle était à bout de force. Les bénévoles, émus par cette tragédie de l'endurance, la portent même à bout de bras pour l'aider à quitter la zone d'arrivée en toute sécurité. Dans un premier temps, l'incrédulité règne sur sa victoire. Les interviews commencent et Rosie, elle se retrouve sous le feu des projecteurs. Mais son moment de gloire ne sera que de très courte durée. Une dizaine de minutes plus tard, une rumeur commence à circuler parmi les élites et les journalistes présents sur place. Rosie aurait triché. Il faut dire qu'absolument personne ne l'a vu courir, ni les élites, ni les officiels qui étaient présents tout au long du parcours, et encore moins les autres athlètes féminines. D'autant plus que son visage, il semble plutôt frais. Sans parler qu'elle n'a pas vraiment l'allure d'une marathonienne de haut niveau. Elle porte un t-shirt en coton, pas vraiment adapté à la pratique de la course à pied. Par ailleurs, sa morphologie, elle se distingue nettement des autres coureuses. Le vainqueur masculin du marathon, Bill Rogers, se présente à elle pour la féliciter. Bill, il l'avait jamais vue auparavant et il n'avait même jamais entendu parler d'elle. Alors bien évidemment, il est assez sceptique et il commence à la sonder en lui posant des questions vraiment banales entre coureurs, comme par exemple ses temps de passage, les écarts qu'elle avait avec ses poursuivantes. Mais Rosie, elle est amnésique. Elle prétend ne plus se souvenir de toutes ces infos. Bref, ça commence un peu à sentir le roussi pour elle. Une quinzaine de minutes plus tard, Rosie, elle est invitée à venir en régie principale pour répondre aux questions des journalistes et passer en direct à la télévision. La voilà qui se retrouve face à une consultante très célèbre puisque ce n'est autre que Catherine Switzer, la première femme à avoir participé au marathon de Boston et donc qui connaît particulièrement bien les subtilités de cette épreuve. L'interview post-course commence et là, ça va très vite tourner à un échange surréaliste. « Qu'est-ce que vous ressentez après cette victoire ?» demande Catherine, un sourcil déjà levé d'incertitude. « C'est une course fantastique, je m'attendais pas à ça, c'est seulement mon deuxième marathon » répond Rosie au calme. La conversation continue et chaque question de Kathleen devient de plus en plus malaisante. C'est simple, rien ne colle. Sa progression de 25 minutes, son entraînement, son absence de coach, son ignorance totale des tactiques de course et des temps de passage, tout cela, ça colle pas à une performance de très haut niveau. Comment avez-vous travaillé pour progresser aussi vite ? Vous faites du fractionné, vous pratiquez du negative sprint ? Demande Catherine qui fait absolument rien pour cacher son incrédulité. Je suis pas sûr de savoir de quoi vous parlez. Et non, j'ai pas d'entraîneur. Je cours toute seule, répond Rosie. Catherine Switzer, plus circonspecte que jamais, conclut face à la caméra « Voici Rosie Ruiz, la mystérieuse femme que personne n'a vue au checkpoint et qui a conclu son marathon en 2h31. » L'interview est terminée. Les jours et les semaines passent et Rosie Ruiz est littéralement catapultée dans la lumière, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La rumeur de triche gonfle à tel point que les organisateurs lui font passer un test d'effort pour estimer ses capacités physiques. Ce test révèle que sa fréquence cardiaque au repos est de 76 battements par minute, soit celle d'une sédentaire. Sa victoire à Boston se transforme vite en un feuilleton captivant où chacun cherche la vérité. La supercherie tient finalement un peu plus d'une semaine, mais une semaine pleine de suspense, d'interrogation et d'incrédulité. C'est simple, elle est un sujet de conversation dans chaque club d'athlétisme, dans chaque groupe de runners, et même son histoire dépasse largement le monde de la course à pied, puisque les médias traditionnels s'intéressent aussi à cette histoire piquante. Après une enquête très sérieuse, la vérité éclate enfin. Rosie a triché. Parmi les témoins, 2 étudiants de Harvard présents dans le public ont vu Rosie enjamber la barrière pour rejoindre le parcours. Rosie, la gagnante du marathon de Boston, devient Rosie la tricheuse. Ironiquement, sa tricherie la propulse dans une notoriété qu'aucune victoire authentique n'aurait pu lui offrir. Elle fait la une de tous les journaux télévisés.
L'histoire fait un tel bruit que les responsables du marathon de New York lancent eux aussi leur propre enquête pour savoir si la victoire de Rosie 6 mois plus tôt est vraie. Le 25 avril, le comité des Jeux du marathon de New York décide de la disqualifier rétroactivement de l'édition 1977 pour cause de tricherie. Les mois passent et Rosie finit par retomber dans l'anonymat. Alors, j'aurais bien aimé vous dire que tout cela a fini par lui servir de leçon et qu'elle a continué sa vie paisiblement comme comptable. Mais hélas, non. En 1982, seulement 2 ans après son marathon imaginaire, elle est arrêtée pour avoir détourné 60 000 $ d'une société immobilière où elle travaillait. Elle est condamnée à 1 semaine de prison et 5 ans de probation. Mais encore une fois, Rosie ne s'arrête pas là. En 83, elle est arrêtée à nouveau, mais cette fois dans une implication dans un trafic de cocaïne. Une affaire qui lui vaut cette fois 3 ans de probation supplémentaire. Heureusement, elle semble retrouver un peu de stabilité en épousant un certain Enrico Vivas en 1984. En avril 1993, elle travaille à la Western Palm Beach comme représentante de clients pour une entreprise médicale et semble ne plus faire parler d'elle. En dépit de toutes les preuves accumulées contre elle, Rosie continua jusqu'à sa mort en 2019 d'affirmer qu'elle avait bel et bien couru le marathon de Boston en intégralité en 1980. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout les faits divers du running. Une plongée au cœur d'une histoire inspirée de faits réels. Si cet épisode vous a plu, prenez un instant pour nous laisser une évaluation et quelques mots de soutien. Vos encouragements sont essentiels pour nous. Je suis Guillaume Santracchio, narrateur et auteur de cette histoire pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt.